réponses après le webinaire, évidemment. Si toutefois vous avez des questions durant la présentation, sentez-vous libre de les poser depuis la fenêtre de QA qui est dédiée à cet effet. Enfin, sachez que nous enregistrons la session et donc nous aurons la possibilité de vous envoyer le lien vers l'enregistrement d'ici quelques jours. Donc, comme je l'ai déjà dit, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour partager avec vous certaines des nouvelles fonctionnalités que nous avons mises en œuvre dans cette dernière version de Gravity 3.4. Cette version est très importante pour nous. C'est une étape importante pour le produit, pour la plateforme Gravity, puisqu'elle nous permet de franchir une nouvelle étape, une étape supplémentaire pour faire de Gravity.io la plateforme d'API la plus complète, mais aussi la plus simple à utiliser. Dans cette version, vous retrouverez tout un ensemble de fonctionnalités. On ne va pas passer au travers. Par contre, je peux en parler de certaines qui nous semblent peut-être être les plus importantes. Nous avons évidemment le Design Studio, et Aziz reviendra dessus juste après. Nous avons la gestion des templates, que ce soit par mail, de notification, directement depuis notre console de management. Nous avons aussi offert la possibilité de gérer toutes les settings de Gravity directement depuis nos fichiers gravity.yaml pour ceux qui connaissent ou via des variables d'environnement. Et il n'est donc plus nécessaire d'effectuer quelconque appel d'API pour configurer notre plateforme et ça facilite aussi le déploiement et l'installation de nos produits. Vous aurez aussi la possibilité de retrouver de nouveaux types de reporters lorsque vous voulez pousser les informations de métriques, etc. Donc, nous offrons désormais des nouveaux reporters de type TCP ou bien fichier, ce qui vous permet du coup derrière de pouvoir brancher des ensembles d'outils tels que la suite Elastic, Logstash, Filebeat ou même Fluentd, etc. D'un point de vue peut-être plutôt orienté Access Management, et là, Titouan rentrera dans le vif du sujet un peu plus tard, nous avons inclus le support du passwordless et la spécification WebAuthn. Il y a bien d'autres choses, on pourra en parler si vous le souhaitez après la session. Tout cela pour dire que nos équipes ont travaillé vraiment dur sur ces nouvelles versions. On parle ici évidemment de plusieurs mois de travail, notamment pour notre tout nouveau Design Studio. Et donc, du coup, je vais profiter aussi de ce webinaire pour féliciter à nouveau nos équipes. Je vais maintenant laisser la parole à Aziz afin qu'il puisse justement vous montrer ce tout nouveau Design Studio. Et Aziz, je te laisse la main. Yes, merci David. Donc, je partage mon écran. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? David, tu peux confirmer? Oui. Parfait. Alors, du coup, moi, je vais vous parler du nouveau Design Studio, comme l'a introduit David. Donc, dans cette démo, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer un maximum de choses en très peu de temps. Donc, je vais peut-être aller vite, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, on va commencer un use case de bout en bout. Donc, on va commencer par créer une API à partir de zéro, vérifier que cette API a bien les restrictions qu'on a définies sur le plan qu'on a créé, créer un nouveau plan moins restrictif et puis vérifier que du coup les API n'ont pas les restrictions. Ensuite, on va manipuler le nouveau Policy Studio pour voir un peu quelques use cases que j'ai préparés. Et puis en bonus, si on a le temps, en fonction du timing, on verra les conditional exécutions. Donc, c'est quelque chose qui est très demandé et on a travaillé dessus sur cette version et on va finaliser en 3.5 cette fonctionnalité pour l'améliorer d'un point de vue UI. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, commençons. Donc, je vais utiliser une API, donc What Time Is It? C'est une API qui renvoie l'heure. Je vais utiliser donc cette API-là. Hop. Je vais me connecter en admin pour avoir tous les droits. Je passe cet écran-là. Très bien. Donc là, au moment de créer une API, avec cette nouvelle version, on a deux options. Avant, on avait une seule option, on arrivait direct sur un tunnel de création d'API. Là, on a deux options. Donc, soit passer par le nouveau Design Studio,
soit utiliser l'ancien format de définition de la version précédente. On propose toujours les deux dans le but d'accompagner au changement, mais à terme, on n'aura que le nouveau Design Studio. Donc, on peut importer, créer. Donc, nous, on va créer à partir de 0. On va créer une API Time version 1. Je vais agrandir peut-être un peu mon écran pour vous permettre de bien voir. Version 1, Time API, voilà, que je vais exposer sur /time. Donc, ça, c'est vraiment ce qui va être exposé au niveau de notre gateway. Donc, accessible depuis la gateway. Au niveau du backend, on a dit qu'on prenait le What Time Is It qui est disponible là. Je passe les options avancées. Et ici, on va créer un plan. Alors, juste un petit rappel pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un plan. En fait, un plan, c'est le contrat, c'est une sorte de contrat entre un consommateur et une API. Donc, en gros, on va y définir quelques règles qu'on va voir juste après. Donc, ici, je vais créer un premier plan free qui va être un plan qui laisse passer. Donc, le plan free, je vais lui mettre une petite description. C'est un plan limité. Et puis, je vais lui appliquer quelques règles. Ici, je vais lui dire, donc, je veux du rate limit. Je veux que tu me limites mes appels à un appel toutes les 5 secondes. Je pourrais le faire aussi pour le quota. C'est la même notion, mais sur une échelle de temps plus importante. Donc là, on va plus utiliser ça contractuellement quand on veut faire payer pour du service. Et puis, on a le pass autorisation. Et donc ici, je vais pouvoir, donc, en définissant mon pattern ant, pouvoir dire sur /, étoile, je ne veux que tu accèdes qu'au verbe get. Donc, en gros, on a créé ici un plan read-only avec une limite définie, une limite d'appel pour ne pas surcharger le back-end. Une fois qu'on a fait ça, on a un résumé et puis on peut créer et démarrer l'API. Très bien, donc c'est ce qu'on va faire. On démarre l'API. Donc là, l'API est créée, elle est démarrée. En quelques clics, j'ai pu créer une API. Quand je parle d'API, API proxy, bien sûr. Donc, j'ai pu créer une API au sein de Gravity qui pointe sur mon back-end. Et donc là, maintenant, l'idée, c'est de faire des appels. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Postman ici. Et donc, je vais, par défaut, hop, je l'ai déjà là. Donc, par défaut, c'est exposé sur 80-82. Et nous, étant donné qu'on a mis /time, normalement, voilà, elle est disponible ici. Donc, on voit bien que j'ai du rate limit qui est appliqué. Et puis, si j'essaye de faire du post, normalement, voilà, je ne suis pas autorisé. Donc, on voit bien que l'API a été créée avec mon plan qui a également été créé, qui a été défini ici, qui est un plan qui laisse. Et les restrictions s'appliquent bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre plan qui aura moins de limitations. Donc, je vais créer un plan Gold. Et puis, on va dire qu'il est unlimited. Et puis, on va lui appliquer aucune restriction à celui-ci parce qu'on considère que c'est un plan plus que je vais utiliser vraiment avec mes équipes en interne, par exemple. Et donc, on peut voir ici qu'on a différents types d'authentification possibles. On a du keyless, donc clairement, on laisse tout passer. On a du API key, c'est celui qu'on va utiliser ici pour l'exemple. En gros, je souscris, j'obtiens une clé d'API et puis je peux directement consommer l'API. Et puis, on a ce qu'on appelle l'authentification forte. On récupère un token JWT ou O2 et puis soit on fait de la vérification du token, de la signature, soit on fait de l'introspection de token. Donc là, dans notre cas, on va utiliser une clé d'API. OK, je n'applique aucune restriction. Je publie mon API, ne pas oublier parce qu'il est en draft, et puis je déploie. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, il nous manque une toute petite étape, c'est la souscription. Donc, par défaut, à la connexion, Gravity vous crée une application qui est la default application. Ça vous permet de rapidement consommer des API sans avoir à créer une application de vous-même. Donc, je vais utiliser cette application. Donc là, je copie la clé d'API.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, changer le verbe, je vais venir ici et puis ajouter ma clé, mon header, donc qui est xgravity API key. Voilà la valeur. Et puis, je tente d'appeler, hop, et normalement, voilà, j'ai plus de restrictions. Je passe par le plan qui est non restreint. Donc, le plan qui a un full access. Je peux faire du post, je peux faire tout ce que je veux. Donc, voilà. Donc, on a créé 2 plans. On a vu qu'on pouvait avoir plus ou moins de droits en fonction du plan qu'on utilise. Normalement, on passe par un portail pour faire cette étape. Donc, les consommateurs recherchent par notre portail les API, puis ils souscrivent depuis le portail. Là, j'ai fait vite. Donc, j'ai créé depuis la console. Une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, à la partie Design Studio. Donc là, on arrive sur un tout nouvel écran sur lequel on peut voir différentes parties. Donc, la partie de gauche, ça va être ce qu'on appelle les flows. En fait, un flow, c'est typiquement un pool de policies en request et en response. Donc, ce qu'on n'avait pas avant et le gros travail qui a été fait ici, c'est d'apporter de la clarté sur l'aspect requête-response. Ce qu'on avait dans la version précédente, c'était bien, ça fonctionnait bien, mais on avait une représentation verticale et qui ne donnait pas une représentation de ce qui est mis en request et ce qui est mis en response. Donc, ça voulait dire qu'il fallait rentrer dans une policy pour voir sur quoi elle était affectée, etc. Donc là, d'un coup d'œil, on est capable de voir, OK, je sais que ici j'ai créé un plan free, j'ai un plan dessus qui applique du resource filtering et puis du rate limit, parce que c'est ce que j'ai décidé sur le plan free. Et puis, sur mon plan gold, je n'ai rien du tout qui est appliqué, puisque je n'ai défini aucune restriction. Et ensuite, on a la partie ici, flow d'API. Et donc, cette partie flow d'API va s'appliquer à tous les plans. Donc là, vraiment, on va définir des règles qu'on appliquera partout. Et donc, ils s'afficheront ici sur cette partie à gauche. Bon, la partie centrale, c'est la partie sur laquelle on travaille. On va déplacer les policies, les désactiver, etc., consulter la documentation. On va le voir juste après. La partie de droite, c'est la partie, liste des policies. Une policy, ça peut être une règle de sécurité qu'on va vouloir mettre en place sur notre appel. Ça peut être de la performance. Ça peut être des règles de transformation qu'on veut appliquer. Donc voilà, nous, on a apporté de la clarté ici aussi parce qu'on a catégorisé les policies et puis on a défini quelques logos pour rapidement les identifier, les logos également sur les catégories, la possibilité de filtrer ici, de n'avoir que les requests, de n'avoir que les responses, enfin bref. On a amélioré cette partie-là, donc sur la partie de droite, vous allez pouvoir travailler sur les policies et donc les déplacer dans la partie centrale de travail. Settings, ici, on va venir définir éventuellement un petit nom. Ici, par exemple, aller sur ce flow-là, moi, je vais définir un petit nom. Je vais lui dire, toi, tu es mon flow de restriction. Donc, je vais t'appeler directement restriction. Ça permet de se retrouver et de classifier les différents flows. Ensuite, on peut faire du equals ou du start with sur l'opérateur. Donc, en fait, sur le chemin, on peut dire, je veux que tu t'appliques. Donc, je veux que mon flow s'exécute sur quand mon appel commence par slash ou quand mon appel commence par slash toto. Mais on peut aussi dire non, je ne veux qu'il s'exécute uniquement sur un appel slash test, par exemple. Donc là, je vais laisser pour la démo le start with. Je n'ai pas sauvegardé. OK, c'est pas grave. Hop, hop, hop. Ensuite, on a la partie properties. En gros, là, on a des clés valeurs. En gros, ça va vous permettre de rapidement créer des correspondances sur, par exemple, ici, j'ai app ID 1 et je sais que la value de app ID 1, c'est value 1, par exemple. On verra juste après comment on exploite ces properties.
mais sachez que vous pouvez également les définir des dynamic properties, donc des propriétés dynamiques que vous allez fetcher depuis une URL. Vous allez récupérer vos properties, éventuellement les manipuler pour les enregistrer dynamiquement ici, pour les utiliser dans votre design d'API, dans vos policies. Et ensuite, on a la partie ressources que je détaillerai un peu plus tard. C'est un écran dans lequel on va venir définir tout ce qui est ressources. Une ressource, c'est typiquement voilà, du cache. C'est tout ce qui va suivre le cycle de vie de votre API. Donc, va démarrer en même temps que votre API, va s'arrêter en même temps que votre API et se réinitialiser en même temps que votre API. Donc, voilà. Repassons sur l'écran de design. Alors, ce qu'on va faire là, pour vous montrer comment ça fonctionne, je vais ajouter sur mon free plan rapidement, je vais ajouter de la latence. Et puis, on va vérifier que c'est bien pris en compte. Donc, je vais ajouter un nouveau flow ici et puis dire, ben voilà, étant donné que c'est mon plan free, je vais avant toute chose appliquer de la latence. Donc là, ici, je vais chercher une policy latency. Voilà, je vais volontairement dégrader le service en lui passant 1 seconde. Hop, je vais sauvegarder, je vais déployer. Et ici, je vais rapidement constater que mon appel est dégradé pour un appel sans clé d'API. Donc ici, on voit bien que mon appel est passé à 1 seconde et quelques, donc 1332 millisecondes. Donc, on voit bien que l'appel a bien été dégradé. Donc, très rapidement, j'ai pu ajouter un flow qui n'est appliqué que pour le plan free. Donc, ici, je peux vérifier qu'il n'est pas appliqué pour mon autre plan. Je vais aller rechercher ma clé d'API parce que hop, je ne l'ai pas sauvegardé. Hop, et je vais refaire mon appel. Rapidement, on vérifie. Voilà, je n'ai pas de restriction. Ensuite, ce qui est possible de faire également dans cet écran, c'est qu'on peut ajouter, donc on va manipuler du cache là, on va manipuler une ressource pour utiliser la policy de cache. Donc, comme je vous ai dit, on peut définir une ressource de type cache. Et donc, cette ressource va être définie au niveau de l'API. Donc, voilà, je vais définir. Alors, pour l'exemple, je vais laisser comme ça. Je vais sauvegarder. Donc, j'ai une ressource cache. On pourrait faire la même chose avec des ressources d'authentification du style OAuth2, Access Management, etc. Donc là, une fois que j'ai défini ma ressource, elle est directement exploitable ici. Donc, si je récupère ma policy de cache, je vais la delete et je vais la mettre plutôt sur un nouveau flow ici que je vais créer au niveau de l'API. Et puis, je vais simplement venir la sélectionner ici et lui mettre 6 secondes. Comme ça, on va pouvoir constater qu'elle est bien prise en compte. Hop. Donc, j'ai en quelques clics défini du cache sur mon API. Ça permet de rapidement pallier à des problèmes en prod ou alors soulager vos back-ends temporairement. Donc là, on peut voir que le premier appel était de 283, pardon, je suis passé un peu vite, et il est passé à 11 millisecondes. Ça va se réinitialiser. Voilà, 8, 9, 10. Normalement, voilà, ça se réinitialise au bout de 6 secondes. Donc là, il repasse à 683 millisecondes. Donc très rapidement, j'ai pu mettre du cache aussi en créant un nouveau flow. Alors, vous n'êtes pas obligé de créer un nouveau flow. Moi, c'était pour l'exemple, pour le montrer sur tous les appels. J'aurais pu l'ajouter ici directement dans un flow existant. Mais voilà. Je vais ajouter maintenant un nouveau flow que je ne vais pas appliquer sur /étoile pour vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire aussi sur un pass particulier. Donc là, je vais ajouter une policy mock. Une policy mock que je vais mettre sur /mock.
je vais l'appliquer. Tac. Donc, normalement, cette policy mock, elle est bien définie. Je n'ai pas sauvegardé. Et donc là, je vais simplement renvoyer une 200 et puis je vais renvoyer un contenu moqué. Par exemple, hop, voilà, mock time. C'est parti. Je sauvegarde. Et donc, ici, normalement, je vais rapidement vérifier ma config parce que, ah oui, non, elle n'a pas été prise en compte parce que j'ai switché. Ça n'a pas été pris en compte. OK, hop, hop. Donc là, maintenant, start with /mock /étoile. Donc, on voit que là, j'ai plus qu'à déployer. Normalement, sur mon appel, si je passe /mock, je teste, on voit bien que ma réponse est bien moquée. Je crois qu'on est un petit peu… j'ai pris un peu de temps, un peu trop de temps. Je vais du coup vous montrer, je vais passer à la démonstration des conditionnels de l'exécution de la condition, pardon, de la règle de condition ici. En fait, cette règle-là, elle va vous servir à conditionner l'exécution du flow en fonction de ce que vous allez mettre dans cette condition. Donc, actuellement, on propose d'insérer une règle d'expression language. Donc, l'expression language, vous avez la documentation ici de comment écrire une règle d'expression language. C'est parfois fastidieux. C'est pour ça qu'on est en train de travailler sur un composant pour aider à la saisie. Mais ici, je vais faire un exemple tout simple. Je vais passer une condition qui dit si j'ai mon header X, je vais l'appeler XMock. Si j'ai un header XMock qui est passé, alors tu m'exécutes le mock. Sinon, tu passes dans mon exécution classique. Et donc, tu bypasses ce flow. Donc là, on va voir que la ressource n'est pas trouvée parce qu'il bypasse le flow et j'ai rien dans /time /mock. Et si je passe un x mock, je crois que je l'avais appelé, un trou, normalement, voilà. Donc en fait, ça vous permet d'être… c'est quelque chose d'assez puissant qui va vous permettre de faire plein de choses du style une règle sur un query param passé en entrée, sur un header, sur le timestamp, par exemple, dire bah voilà, je veux que ce flow il s'exécute de 8h à 10h que le dimanche. Enfin bref, vous allez pouvoir faire vraiment plein de choses grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai essayé de faire assez vite. Je n'ai pas pu tout vous montrer. Il y a aussi la comparaison des flows. Vous pouvez comparer ici des flows. Vous pouvez en déplacer, en copier ou en déplacer. Vous avez maintenant la documentation qui est embedded, qui est embarquée. Donc, vous avez accès directement depuis le Policy Studio à la documentation. Il y a plein de choses qui ont été apportées par ce nouveau Design Studio. Je n'ai pas le temps de tout vous montrer, mais n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus ou des suggestions d'amélioration. Voilà, je passe la main du coup à Titouan sur la suite de la présentation. Merci de m'avoir écouté. Passwordless, Titouan, je te passe la main. Ouais, merci Aziz pour la présentation. Donc, je vais partager mon écran et donc on va passer à la partie Access Manager donc de Gravity.io. Et donc, on va discuter des nouvelles fonctionnalités de la 3.4 et je vais faire notamment un focus pour cette session sur la partie donc, passwordless. Donc, le fait de se connecter à son compte utilisateur donc, sans password. Donc, pour cette démo, je vais dérouler le scénario suivant. Donc, je vais partir d'une application de type JavaScript qui utilise des API qui sont sécurisées. Donc, comme Aziz vous l'avez présenté avec des plans de type plutôt OAuth2 et JWT, et donc qui nécessitent une authentification des utilisateurs pour pouvoir les utiliser.
Donc, pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle le login flow de Access Manager, qui permettra à l'utilisateur donc de pouvoir se connecter et d'avoir différentes fonctionnalités pendant ce process d'authentification, notamment la partie passwordless. Alors, je passe à la démo. Donc, sur mon écran, vous pouvez voir que actuellement, je suis sur une application de type Angular, donc de type, comme on appelle, SPA, donc de type JavaScript, qui a la possibilité d'appeler différents API. Donc, on peut voir qu'il y a 3 API que je peux consommer depuis mon application JavaScript. Et donc, si là, actuellement, je ne suis pas connecté, et donc si je souhaite utiliser une de ces API, vous pouvez voir en bas de l'écran qu'à chaque fois que j'essaie de les appeler, on me dit que je ne suis pas autorisé parce que j'ai besoin d'une authentification forte pour pouvoir appeler mes API. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur le bouton Sign in en haut à droite, qui va du coup me faire basculer vers la partie Access Manager pour pouvoir du coup commencer la partie authentification. Donc, juste pour info, ces 3 API sont exposés via la partie API Manager avec notamment des plans OAuth. Donc là, Oasis vous avez montré des plans API Key. Dans cette session-là, on utilise plutôt des plans de type OA2 et JWT. Alors, je clique sur le bouton Sign in et donc je suis redirigé donc, sur la partie Access Manager pour commencer mon procès d'authentification. Donc, pour cette démo, j'ai un peu stylisé la page de login. Donc, c'est des choses qu'on peut faire pour chaque application donc, dans la partie Access Manager. Et donc, sur cette page d'authentification, on voit qu'on a plusieurs options. Donc, soit je vais pouvoir authentifier mes utilisateurs avec des comptes qui sont propres à l'application en cours, ou alors je vais pouvoir passer par des comptes, pourquoi pas social, comme Google, Facebook, Microsoft, etc. Et aussi, pourquoi pas utiliser plutôt des authentifications plutôt orientées entreprise. Donc, je pense notamment à du LDAP, du Active Directory, ou encore du SAML V2. Donc, pour la démo, je vais utiliser un compte qui s'appelle Alice. Et donc, Alice a fraîchement créé son compte et on va lui proposer différentes options pour pouvoir un peu plus sécuriser ses accès. Je me connecte avec Alice pour la première fois. Donc, Alice se connecte et donc on peut voir dans son profil qu'elle n'a pas encore de ce qu'on appelle de device, d'appareil pour pouvoir exécuter donc, le fameux passwordless. Donc, les appareils côté passwordless, on va retrouver ce qu'on appelle du fingerprint. Donc, on peut aussi avoir ce qu'on appelle de la reconnaissance faciale et aussi on peut utiliser des clés de sécurité, notamment de type YubiKey, par exemple. Donc, la première étape à faire, c'est d'enregistrer un nouveau device pour ce compte utilisateur. Donc, pour ce faire, je vais appuyer sur le bouton Register. Et donc, on voit apparaître une pop-up système qui est propre à chaque navigateur qui va me proposer d'enregistrer soit une clé de sécurité de type YubiKey. Donc, j'en ai une ici sur moi. Donc, c'est une clé que vous branchez sur votre ordinateur, par exemple, ou vous pouvez le faire aussi en NFC. Et il va vous demander du coup d'appuyer sur un bouton pour enregistrer le device. Mais pour la démo, pour aller plus vite, je vais utiliser mon capteur intégré sur mon ordinateur. Et à ce moment-là, mon ordinateur me demande d'appuyer sur mon fingerprint. Donc, j'appuie dessus. Donc, mon device est enregistré. Donc, on passe à une nouvelle étape qui propose aussi à ce moment-là à Alice de pourquoi pas enregistrer ce qu'on appelle du multifacteur authentification. Donc, si je veux activer, par exemple, un deuxième facteur d'authentification avec un autre device, je peux aussi le faire à ce moment-là. Pour la démo, je vais simplement skipper cette partie. Et la dernière étape, vu que c'est la première fois que je vais sur cette application, j'ai aussi la possibilité d'avoir une page de consentement qui me dit si j'autorise ou pas l'application en cours à accéder, par exemple, à mon profil, à mon email, à mes photos, etc. Donc, j'accepte. Une fois que tout ce process est terminé, je retourne sur mon application, donc la webinaire application. On voit en haut à droite que je suis connecté avec mon compte Alice et que je peux à présent du coup appeler mes différentes API. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la même API que Aziz avait fait précédemment, donc l'API Time. Donc là, je suis connecté et donc je peux notamment accéder à l'heure. Donc ça, c'était la première étape. Donc là, j'ai simplement enregistré mon device pour faire du passwordless. Et là, je vais vous montrer du coup on va dire le flow un peu plus classique où je vais simplement saisir mon username et simplement activer mon fingerprint, mon capteur, pour pouvoir m'authentifier.
Donc, si je rappuie sur Sign In, j'ai une nouvelle feature en 3.4 qui me permet de m'authentifier avec mon fingerprint, par exemple. Donc, je vais cliquer sur cette étape. Au lieu de faire le classique username password, je vais plutôt passer par ici. Et je me retrouve sur un nouvel écran de login qui me demande juste de saisir mon username, donc Alice. J'appuie sur Sign In. Et là, j'ai une pop-up système qui me dit d'utiliser mon capteur pour pouvoir m'authentifier. J'appuie sur mon capteur. Une nouvelle fois, on me demande ou pas d'enregistrer les multifacteurs. Donc là, pour l'instant, je vais continuer à skipper cette étape. Et une fois que c'est fait, je retourne à nouveau sur mon application. Donc, je suis toujours connecté en tant qu'Alice et je peux à nouveau, du coup, appeler mes différentes API. Donc voilà, en quelques clics, on a réussi, en 2-3 écrans, on a réussi à activer donc, de façon assez simple la fonctionnalité passwordless. Je vais simplement basculer sur la partie console administration d'Access Manager, donc, où on retrouve un peu l'activité de Alice en ce moment, et juste vous montrer comment on peut configurer toutes ces options, notamment les différentes options qu'on peut voir sur la page de login. Toutes ces options ici via la partie management. Donc, dans la partie portal de Access Manager, j'ai une section qui s'appelle Applications, où je retrouve mon application que j'ai définie. Donc, si je reviens ici, on voit que c'est mon application WebBinary qui est ici. Et j'ai donc créé une application WebBinary de type browser côté console management. Donc, je clique dessus. Au niveau des connecteurs, donc si je reviens sur la page de login, on voit que j'ai un large choix pour pouvoir me connecter avec cette application, pardon. Et on peut voir que toutes ces options sont directement intégrées dans la partie portail. Et c'est simplement des checkbox que vous allez pouvoir du coup activer ou désactiver selon vos envies. Donc, on voit également que ma page de login est designée, customisée pour la démo. Donc, pareil, pour chaque application, on va retrouver rapidement et simplement des différents templates qu'on peut customiser. Donc, par exemple, la page de login, qui ici, j'ai directement customisé dans le portail, avec notamment des phases de preview pour voir un peu comment ça va être rendu sur mon browser. Et la dernière section, donc les paramètres un peu plus avancés. Donc là, on retrouve la section login où j'ai pu activer du coup la partie passwordless. Donc encore une fois, c'est que des checkbox à activer ou à désactiver selon vos besoins. Et on retrouve le même principe pour la partie MF. Et donc pour finir, si je vais voir du coup le profil de mon utilisateur Alice, donc on voit que Alice s'est connectée il y a 2 minutes, qu'elle utilise en ce moment l'application Webinar. Et on peut voir que Alice a accepté de donner ses consentements pour l'application Webinar, notamment pour accéder à son profil. Donc, à tout moment, Alice va pouvoir révoquer et manager tous ses accès si elle ne veut plus que cette application accède à ses différentes infos personnelles. On retrouve la même chose pour la partie MFA. Donc, on va retrouver tous les devices qui sont enregistrés pour Alice. Et encore une fois, on va pouvoir venir les manager, les supprimer, ou voir comment ils sont utilisés dans cette section. Et la dernière chose, c'est la partie WebAuthn, donc la partie passwordless. Donc, on peut voir que j'ai récemment utilisé un device de type fingerprint, donc qui est en fait mon Touch ID au niveau de mon MacBook Pro, et je l'ai utilisé il y a environ 2 minutes avec différentes informations, notamment mon adresse IP et avec quel browser je l'ai utilisé. Et donc voilà, pour moi, j'ai fait le tour de la démo. Donc c'était vraiment, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment un focus sur la partie passwordless. Donc j'ai pas grand-chose à dire de plus pour cette session. Et donc je vais redonner la main à David pour qu'il puisse conclure ce webinaire. Merci à vous. Allô, allô? Vous m'entendez? C'est bon, on t'entend, David. Ah, cool. Ok, moi je ne vois plus mon écran, c'est bien mon problème. Je ne sais pas ce qui se passe. Je crois qu'on ne le voit pas non plus. En tout cas, moi, je ne le vois pas. Ah, d'accord, alors, pardon, je reprends. Excusez-moi. Où est-ce que c'est? Ici. Tac. Partager l'écran.
OK. Et maintenant? OK, on a ta console. OK, c'est good. On a ton slide. C'est slide, c'est bon. Parfait. Du coup, merci Aziz et merci Titouan. Juste quelques mots avant d'enchaîner sur la session de QA, si vous avez éventuellement des questions, ce que j'espère, pour vous présenter aussi l'offre de Gravity, parce que Gravity, notre plateforme, ça ne se résume pas juste à ces deux modules que sont l'API Management et l'Access Management, même si je pense que la plupart d'entre vous connaissent Gravity par ces deux produits. Mais nous offrons aussi une version dite entreprise de notre plateforme où nous venons avec des modules additionnels que sont notamment l'alerting, donc notre alert engine, mais aussi le cockpit qui est donc prévu lui pour le mois de mi-février 2021, donc dans 2 mois et demi, qui va vous apporter de nouvelles fonctionnalités autour du multi-tenancy notamment, et puis évidemment la partie hosting. Mais si vous le souhaitez, on pourra en discuter plus en détail. On a vu juste une sous-partie de cette version 3.4. Il y a bien d'autres choses. Vous pourrez retrouver les différentes fonctionnalités au travers notamment de nos changelogs, mais aussi de notre blog, où on essaye de passer en revue ces différentes features. Maintenant, pour vous donner aussi un peu plus de visibilité sur ce que l'on proposera à l'avenir, j'ai répertorié ici les différents éléments, un peu les hot topics chez nous. Donc, on a évidemment la partie multi-tenancy qui sera apportée par le Gravity Cockpit, qui notamment vous permettra de gérer via une console unique un ensemble d'organisations et d'environnements, que ce soit au travers de API, mais aussi de AM, bien évidemment. Le service management écosystème, sujet très chaud aussi chez nous, où on souhaite offrir la possibilité de pouvoir interconnecter différents systèmes, différentes technologies en tant que back-end de Gravity, tout en exploitant les différentes propriétés des protocoles HTTP, HTTP2, gRPC, WebSocket et j'en passe et des meilleurs au top de en amont de l'API Gateway. On a d'autres éléments comme support des différentes technologies de tracing, si on parle de Zipkin, de Jagger. La version 3.7 de Gravity, donc pour le mois de mi-mars 2021, avec un support natif de Kubernetes au travers de nos Custom Resource Definitions, la version 3.6 qui est aussi très importante pour les publishers puisqu'on va venir avec tout un ensemble de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux systèmes de visualisation au travers de dashboards pour consulter les différentes analytics et metrics, l'intégration du Design Studio qui vous a été montré par Aziz au niveau de APIM. Vous retrouverez le même Design Studio avec toutes les mêmes possibilités pour l'Access Management au travers de ce que nous appelons ces Extension Points et puis d'autres fonctionnalités autour du module alerting comme le fraud detection. Vous avez évidemment la possibilité de nous retrouver sur différents canaux. Je pense qu'il faut juste noter que c'est généralement Gravity.io, sauf pour le GitHub, mais vous nous retrouverez sur les différents réseaux sociaux que sont LinkedIn, Twitter, etc., etc. Donc, feel free. Si vous avez des questions, on peut vous laisser évidemment la main pour les poser, que ce soit oralement ou au travers du chat, mais si on veut quelque chose d'assez interactif, sentez-vous libre de les poser de façon orale. Merci à tous. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, juste, je rebondis sur les deux questions qu'on a eues, du coup. À Kadige, j'ai répondu par le chat, mais pour compléter ma réponse, oui, ce sera possible. En fait, nous, finalement, on va pouvoir appliquer des conditions sur tout ce qu'on a dans le contexte d'exécution, et donc même plus. Donc, on donnera la possibilité de mettre des conditions sur les headers, sur les params, sur des attributs éventuellement. Et donc, pareil, sur un time slot pour dire, voilà, je veux que ça peut être effectivement utile. On a déjà eu des questions là-dessus.
je veux qu'entre telle heure et telle heure, je sais que je vais avoir un pic de charge, je veux que mon cache s'exécute, je veux effectuer une action, etc. Donc ça, effectivement, c'est possible. Pour la seconde question, oui, on supporte bien les policies custom. Donc, en fait, finalement, nous, ce qu'on a ajouté ici n'est pas requis. Donc, la catégorie au niveau d'une policy, on a ajouté la possibilité de définir une catégorie, un logo et puis de la documentation. Si rien n'est défini, ça fonctionne quand même. Si vous avez défini une catégorie custom, elle va bien s'afficher dynamiquement. Si vous n'avez pas défini de catégorie, elle se rangera dans la section Others que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, elle se mettra avec les autres types d'API qu'on n'a pas su classifier. Voilà, donc là, c'était juste pour compléter la question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois que, oui, Grégory qui a une question, une discussion autorisée. Mais je pense que le microphone est mute de son côté. Le fameux microphone mute. Grégory? Sinon, Grégory, vous pouvez toujours poser votre question dans le chat, on y répondra. Mais a priori, votre microphone est mute. Ou alors, c'est une erreur et vous ne souhaitez pas de poser de questions. Alors, une question, est-ce qu'on peut créer des API et des plans via des API REST? Aziz, je te laisse répondre. Ok, alors oui, bien sûr. En fait, tout ce qu'on fait via l'interface graphique, nous, on le permet via l'API REST finalement. Donc, vous allez pouvoir générer un token, un peu comme quand vous faites de la CI/CD, quand vous utilisez quelque chose comme Jenkins ou autre. Vous allez pouvoir générer un token qui aura vos droits du coup, ou alors utiliser votre token. Et puis faire tous les appels qu'on fait via la UI, les faire directement en appelant les API REST que nous, on expose. Donc, finalement, vous allez pouvoir faire effectivement tout ça via l'API REST qui est exposée par Gravity. Si j'avais su, j'aurais montré plus de choses. Est-ce que vous avez d'autres questions? Grégory peut-être? Ou alors toujours pas? N'hésitez pas si vous avez des questions, même plus qui sortent de la démo en rapport avec ce qu'on a évoqué sur la roadmap, sur ce qui est prévu. Donc, il y a David qui pose une question, et donc c'est David qui va lui répondre. Vous avez prévu une vidéo plus longue de présentation du Design Studio. On n'a pas prévu de vidéo plus longue, mais par contre, je pense qu'on peut prévoir des sessions beaucoup plus complètes et peut-être complètement dédiées au Design Studio, notamment par le fait qu'il est utilisé au travers de l'API Management, mais qu'il sera dans la prochaine version, là, dans 15 jours, utilisé aussi au travers de l'Access Management. Donc, ça me semble effectivement intéressant de pouvoir avoir une session dédiée parce qu'on a vu juste une sous-partie des fonctionnalités qui sont mises en avant par le Design Studio et il y en a d'autres qui vont arriver dans les versions à venir. Donc, oui, David, c'est quelque chose que l'on peut évidemment programmer. Oui, et juste pour ajouter un petit complément là-dessus, effectivement, ce sera peut-être même plus intéressant que là où on a cherché des use cases pour montrer des fonctionnalités, des use cases qui n'avaient pas forcément de sens. Là, on va pouvoir montrer des use cases de votre quotidien. Enfin, on va pouvoir vous montrer comment répondre à vos use cases via ce nouveau Design Studio. Et donc, ce sera d'autant plus intéressant, même si là, ça vous donne un aperçu de ce qui est possible. Là, il y aura du concret et donc ce sera plus intéressant pour vous. Alors, une question de Samuel. Gérez-vous plusieurs environnements Attends, David. dans… On a oublié Grégory.
juste avant. Grégory, avez-vous apporté des évolutions dans l'Alert Engine? Donc, les prochaines évolutions au niveau de l'Alert Engine qui sont prévues au début de 2021, début d'année prochaine, il y a notamment toute la partie cliente qui va être pas refondue, mais sur lesquelles on a beaucoup travaillé dernièrement, notamment sur les aspects, comment expliquer ça facilement, sur des aspects techniques de scalabilité des clients entre les nœuds qui poussent des événements ou des règles au travers dans l'Alert Engine. Donc, je pense notamment aux nœuds d'API Gateway et de Management API qui ont la possibilité actuellement de se connecter à un seul nœud d'Alert Engine, ce qui peut poser potentiellement des soucis de scalabilité. Donc là, ce que l'on a mis en place, c'est un mode d'auto-discovery et laisser l'opportunité et la possibilité à ces différents nœuds de pouvoir s'interconnecter avec plusieurs nœuds d'Alert Engine pour mieux répartir la charge et le trafic entre un cluster de nodes de l'Alert Engine. Ça, c'est une des premières choses. Après, au niveau des évolutions dans l'Alert Engine, c'est notamment indirectement lié aussi au travers des évolutions qui ont lieu sur les plateformes d'API Management et d'Access Management, dans le sens où actuellement, seul l'API Management est attaché à l'Alert Engine et on prévoit du coup de rattacher également l'Access Management pour rajouter de nouveaux types de règles, notamment tout ce qui tourne autour des détections de fraude, détecter qu'un token, alors que ce soit une API key ou même que ce soit un token OAuth, un token bearer, il a pu être utilisé sur 2 localisations différentes, potentiellement fortement éloignées, sur un laps de temps tellement court que voilà, on pourrait penser qu'il puisse s'agir d'un type de fraude en particulier. Je passe à la question suivante donc, de Samuel. Gérez-vous plusieurs environnements dans la nouvelle version? Donc, alors, la nouvelle version, c'est si on parle de cette version 3.4, sachez, Samuel, qu'en fait, en parallèle de tout ça, nous, on travaille sur une nouvelle brique qui s'appelle le Gravity Cockpit, qui va justement apporter les aspects multi-tenancy à votre plateforme Gravity et qui vous permettra, au-delà de pouvoir créer plusieurs environnements, de pouvoir gérer ces environnements au travers de différentes organisations. Donc, si je schématise, finalement, à partir de notre Gravity Cockpit, vous pouvez gérer, donc à partir d'un account, finalement, sur le cockpit, vous avez la possibilité de gérer et de créer des organisations. Et dans chacune de ces organisations, y venir adosser des environnements. Et ces commandes que vous gérez via le cockpit, elles sont réparties entre vos installations APIM ou vos installations AM, justement pour initialiser toute la gestion interne du multi-organisation, du multi-environnement, et donc faire en sorte que depuis une seule et même instance d'APIM, vous aurez la possibilité de vous interconnecter à plusieurs organisations, mais aussi à plusieurs environnements en ce qui concerne le portail. Hi. Louis qui demande si le support de Postgres dans la M sera proposé dans la 3.5. Oui, il le sera. Titouan, je peux te laisser en parler. Bonjour Louis, il sera bien supporté donc, dans la 3.5. On fera comme pour APIM. Donc, dans APIM, vous pouvez soit télécharger une distribution par défaut qui est de type Mongo, ou vous avez aussi une distribution qui est suffixée par JDBC pour dire que c'est que du support JDBC. Et du coup, on fera pareil pour AM en 3.5. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions potentiellement? Alors, une question de Jonathan qui demande comment placez-vous Gravity dans une infra interne? Je m'explique, pour un call venant de l'extérieur, pas de souci, mais si c'est entre API interne, passez-vous aussi par Gravity? Alors,
j'ai envie de répondre que c'est à l'appréciation de chacun. Ça fait un peu réponse de Normand. En fait, tout dépend aussi de votre maîtrise des différentes technologies que vous pourriez avoir au niveau de votre infrastructure. Effectivement, il y a différentes approches, les approches nord-sud, ouest-est, qui font que les briques logicielles que vous souhaitez placer en amont ou même en aval de vos API, Gateway ou votre service. Mais voilà, ça pourrait être d'autres choses effectivement. Après, je dirais que le gros intérêt de conserver Gravity pour faire tout ça, c'est que vous avez la possibilité de mettre en place des systèmes entre guillemets transactionnels. Alors pas dans le sens SGBD du terme, mais c'est surtout de pouvoir tracer finement les appels qui ont été émis sur je vais dire vos gateways externes dans l'exemple de Jonathan. Donc les gateways externes qui vont être corrélés via ce qu'on appelle un transaction ID et qui pourraient être propagés à d'autres gateways qui seraient en interne avant de dispatcher les appels vers différents backends. Donc moi, ça me semble opportun. Après, effectivement, ça pourrait être d'autres technologies que du Gravity. On parle beaucoup d'API Gateway versus Service Mesh. Voilà, je pense que c'est vraiment à l'appréciation de chacun. En tout cas, nous, on le fait très souvent et très régulièrement. Une question de Olivier. Bonjour, l'intégration à différents IAM est-elle prise en charge? On parle de Keycloak, de Glue et de Okta. Donc là, j'imagine, alors je ne sais pas si on se place du point de vue de APIM ou de AM, mais dans les deux cas, en fait, je vais répondre par la même réponse, c'est oui. Et voilà, c'est précisé, c'est APIM. Donc oui, on peut s'intégrer à différents types d'IAM pourvu qu'ils respectent les standards et les différentes spécifications. Donc, ce sont le genre de briques que l'on retrouve assez régulièrement en plus d'un ping federate ou autre. Quoi. Donc, oui. OAuth 2 ou IDC. Avec plaisir. Une question de Johan. Hello, est-ce que vous avez prévu une session démo orientée nouvelles features côté consommateur, portail, catalogue d'API, doc? Alors non, il n'y a pas encore une fois de session démo orientée nouvelles features, mais clairement, je pense que vous avez assisté à notre tout premier webinaire et on est très demandeur aussi de ce genre de questions. Donc si on peut proposer d'autres webinaires un peu plus axés sur d'autres fonctionnalités, alors tout à l'heure c'était pour le Design Studio, maintenant c'est plutôt orienté côté API Consumers, oui, on peut le faire avec grand plaisir. On en parlera avec l'équipe et puis Caroline chez nous qui se charge de tout ça juste après la session. Donc oui, Johan, pardon, on peut le prévoir. Thomas, hello. Peut-on faire de l'échange de clés JWT? Mon customer arrive avec un JWT issu de Reach5 et je veux l'échanger contre un JWT de ping pour le transmettre au back. Grande question. Il y a pas mal de façons de faire. Il y a différentes spécifications aussi qui vous permettent de faire du transfert enfin pas de la transfert, mais de la transformation de tokens JWT. Après, au niveau de l'API management, Gravity, oui, vous pouvez le faire. On a évidemment les policies JWT qui vous permettent de valider un token entrant et son intégrité, etc. On offre aussi une policy qui vous permet de générer un token JWT. Et donc, par ce biais potentiellement ces deux policies, vous aurez la possibilité de valider, le token entrant, et de deux, le faire du token exchange pour un token pour, alors c'était quoi? C'était pour Ping Federate, quoi. Donc oui, Thomas, nous avons une policy native qui vous permet de faire cela. Et potentiellement, vous avez aussi, on offre aussi une policy dite policy Groovy qui vous permettrait exactement de faire à peu près la même chose si le scénario est bien plus complexe qu'un simple scénario de transformation et de token exchange.
Alors, je vois aussi, alors peut-être pour en faire profiter tout le monde, de rien Thomas, Bassem Kadige qui demande sur la partie Expression Language, est-il prévu de pouvoir valider la syntaxe dans la UI en plus du helper? Idem pour la partie JSON Pass. Alors oui, effectivement, c'est un vrai sujet. Merci de le remonter, Bassem. Donc, c'est pas toujours simple de jouer avec l'Expression Language, malgré la documentation. Il y a des cas qui sont plus ou moins complexes. Oui, il est prévu d'avoir un interpréteur directement au niveau de la UI pour apporter des nouvelles fonctionnalités de complétion et de validation à la volée en fonction du contexte et de là où vous saisissez votre expression language. On l'a vu là avec la démo de Aziz, que ce soit au niveau des conditions d'exécution des policies et des flows, mais ça pourrait être aussi directement dans les policies. Donc oui, on travaille déjà dessus, Bassem. De rien. Merci à vous. Je pense qu'on est arrivé au terme. Il est temps de vous dire au revoir. Merci à vous pour votre présence et puis pour toutes vos questions. On espère vous voir très prochainement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on vous répondra. Voilà, à bientôt. Merci à vous tous. Merci David pour la présentation. Titon également, Caroline également. Merci à tout le monde. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée. À Au toi, revoir. Aziz. À bientôt.